Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui un petit peu exceptionnel, j'ai eu la chance d'être invité à la fête nationale des simples à Bréhémont en Touraine pour une conférence sur l'usage de l'eau au potager et puis après participer à une table ronde. Et donc là voilà, nous y voilà, nous sommes à Bréhémont à la fête des simples et on va rencontrer plein de producteurs et de cueilleurs plutôt dans une orientation aromatique, condimentaire, médicinale. Mais vous allez voir, ils sont passionnants. Eh ben, bonjour à tous. On est à la fête des simples à Bréhémont. Et là, on a le plaisir de rencontrer Mathieu. Mathieu, il a un savoir précieux. Donc Mathieu, c'est herberie. Je m'écarte pour qu'on voit un petit peu quand même. Et lui qui est vraiment spécialisé sur la plante séchée. Détail tout bête, hein. Mais faire sécher des plantes de son potager, voilà, j'ai du thym, je le fais sécher comment? Alors, plus dur encore, j'ai de la menthe, je la fais sécher comment? Du coup, et donc Mathieu va pouvoir nous donner quelques conseils. D'un point de vue général, Mathieu, comment on fait sécher une plante? Est-ce qu'il y a des règles générales? Oui, il y a des règles générales qu'on va pouvoir appliquer à peu près toutes les plantes. Et après, quand on rentre vraiment dans le détail, chaque plante a sa spécificité. La première règle, c'est rapidité entre le moment où on va prélever la plante et le moment où on va la mettre à sécher. Si s'écoule 4 heures, c'est pas bon. Donc il faut toujours une proximité entre le lieu de cueillette ou le lieu de culture et le lieu où on va faire sécher. Ça déjà, on va vraiment optimiser nos chances d'avoir un bon séchage. C'est la première règle. Après, il y a des règles au moment de la cueillette. Si on cueille en plein cagnard à 15 h, un 15 juillet, il est probable que nos plantes comme la menthe noircissent tout de suite dans le panier. Avant même si on y va un quart d'heure après, la plante elle n'a pas supporté. Donc souvent on cueille plutôt à la fraîche. Un temps comme ça c'est l'idéal, là où il y a un petit peu de vent, il fait frais, c'est super. Donc ça c'est pour les conditions de cueillette qui vont nous permettre d'optimiser nos chances d'avoir un bon séchage. Après, le séchoir. Le séchoir, il ne faut pas qu'il se soit au-dessus de 35 degrés. C'est important parce qu'on va détériorer des huiles essentielles qui sont super volatiles, on va détériorer des principes actifs. Donc généralement on ne sèche pas à la chaleur, on sèche avec un déshumidificateur. Ça c'est important, c'est super important d'avoir, en tout cas pour nous producteurs de plantes, ouais. Il nous faut un truc qui absorbe l'humidité. On peut en trouver des Rubson aussi au magasin de bricolage qui sont des sels qui absorbent l'humidité. C'est une deuxième condition. Donc la rapidité à mettre au séchoir. Ensuite, la sécheresse, enfin le taux d'humidité qu'on peut avoir. Et puis l'obscurité. Ouais. Dans l'obscurité, c'est encore mieux. D'accord. Donc moi j'ai un potager, voilà, j'ai quelques aromatiques et je vais les sécher. Donc j'ai pas forcément de séchoir, de pièces. Donc ce qu'il faut par contre, c'est que même si j'ai pas de séchoir, je me débrouille, je fais sécher à l'obscurité, dans une pièce obscure. Et ça peut être même dans une armoire. Pour un amateur, ça peut être dans une armoire. Et on remplace les étagères des armoires par des clés de séchage, ouais. Avec une moustiquière pour que l'air puisse passer par en dessous. L'armoire, on la ferme. Dans le bas de l'armoire, un absorbeur d'humidité. D'accord. Un truc totalement amateur. L'armoire, on la ferme, c'est dans l'obscurité. Et si on peut ventiler, c'est le top. Ouais. Et là, on va accélérer. Une plante, plus elle est séchée rapidement, mais le temps qu'elle va passer à sécher, plus c'est séché rapidement, mieux elle se conservera derrière. Okay. Si elle met 3 semaines à sécher, ça va grincer un petit peu. Quel indice je peux avoir pour me dire, elle est mal séchée ta plante? Elle va noircir. Elle va noircir, tout simplement. Voilà, une plante noircie, elle n'est pas toxique. Une plante moisie, elle peut s'avérer toxique. Okay. Une plante noircie, elle n'est pas toxique, juste elle se présente moins bien. Donc derrière, c'est plus difficile de la vendre pour nous professionnels. Et après, pour un particulier, il aura peut-être moins envie de la consommer. Je parle par exemple de l'estragon, qui est une plante vraiment qu'on trouve dans les potagers et qui va noircir très facilement. Si on appuie sur la feuille d'estragon, on est sûr qu'elle va noircir. Donc c'est pareil, on va l'émonder fraîche, c'est-à-dire qu'on va séparer la tige des feuilles tout de suite après la cueillette. Donc on ne cueille pas une pleine brassée, on va cueillir d'abord juste une faucille, une grosse poignée,
Et là, on les émonte toutes, c'est-à-dire on enlève la tige des feuilles. Et là, déjà, on gagne une semaine de séchage. En fait, on enlève déjà 50% du poids, mais la tige, de toute façon, de l'estragon, on ne la consomme pas. Ok, C'est la feuille qui nous intéresse. d'accord. Et en enlevant la tige, la feuille, elle va sécher 2-3 fois plus rapidement. Ok. Et ça, c'est valable pour toutes, ça, Ouais. de les... Ah ouais. Si on les émonte, si on sépare la feuille de la tige, ça sèche plus vite, ça évite qu'on mette à nouveau de l'humidité dans le séchoir et donc des plantes qui étaient déjà pratiquement sèches qui vont se remettre à reprendre l'humidité. Donc on multiplie entre 2 et 10 la vitesse de séchage à partir du moment où on l'émonte fraîche. Ok, alors si je récapitule, donc si je veux faire sécher des plantes de mon potager, il faut que entre le temps de la cueillette et le temps de la mise au séchage, il y ait vraiment le plus bref petit délai. possible. Il faut que ce soit à l'obscurité. Ouais. Il faut, si possible, que ce soit le plus sec possible au niveau hygrométrie, Ouais. quitte à rajouter un petit Un absorbeur, humidificateur. Combien de temps Une ventilation. Important. ventilation, Ouais, pardon. une ventilation. Ouais. Mais ça peut être même une entrée d'air en bas, une entrée d'air en haut. Ça va forcément par dépression créer un petit courant d'air, mais ça suffira. Ok. Et combien de temps, par exemple, alors voilà, mettons, je te donne quelques exemples. Mettons, j'ai de la menthe. En combien de temps ça sèche ça? Bah, pour un amateur, je peux pas dire. Un professionnel, moi ma menthe elle est sèche en 24 heures, 36 heures. Ouais, carrément. L'estragon en 24 heures elle est sec. D'accord. L'ortie en 24 heures. Par contre, le millepertuis, une semaine après, il sera pas sec. Ok. Ça ok, dépend des plantes. Ok. Le cynorhodon, si on l'ouvre pas, c'est inséchable, quoi. Un mois après, il est toujours pas sec, quoi. Tiens, une petite question. Il y a une saison, du coup, pour récolter ces plantes à faire sécher, où on peut, en fonction de la plante, bien sûr. Hein, Bah, nous, c'est mais le stade phénologique de la plante, en fait, qui va nous dire, là, la plante, on stade recherche phénologique. l'avancée dans sa maturité. Ok. La plante, entre le moment où elle va sortir ses premières feuilles et le moment où elle va faire sa graine, il y a un laps de temps et il y a certaines plantes, c'est la feuille qui m'intéresse, donc il faut absolument que je cueille la feuille avant qu'elle monte en la fleur. ouais. Et certaines autres, c'est plutôt la graine qui va m'intéresser, donc là, je vais attendre que la fleur soit fécondée pour avoir un fruit derrière. D'accord. Et puis si c'est la fleur qui m'intéresse, je prélève la fleur au moment où elle est vraiment le plus épanouie possible. Est-ce Le calendula par exemple. Calendula, je ne vais pas le cueillir le matin parce qu'il est tout refermé. Là, je vais attendre 17 heures. Et là, D'accord. il est ouvert, il est... voilà. Excusez-moi, je t'ai interrompu, mais est-ce que potentiellement toutes les plantes sèchent et se sèchent? Toutes les plantes se sèchent. Du potager, on va dire. Ah ouais, du potager. Alors le pourpier, c'est sacré adventisme et très intéressant. Ouais. C'est pas très intéressant de le faire sécher parce que lui, ce qui nous intéresse, c'est la présence d'eau dans cette plante et puis de la D'accord. manger fraîche. Ok. Mais sinon, oui, toutes les plantes, à un moment, on peut toutes les sécher. Après, est-ce que c'est intéressant ou pas? Là, je ne serais pas à même. Le pourpier, je trouve que c'est pas intéressant de le faire sécher. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, du coup, il nous faut, encore une fois, récolter et mettre à sécher vite. C'est ça. Un déshumidificateur, si possible, si notre maison n'est pas suffisamment saine, une ventile, et puis de l'obscurité, et toujours de l'obscurité. C'est ça. Ça se passe bien. Le stockage ensuite, parce que moi je vois que tu as des sachets. Moi, quand tout est sec, je vide mes clés de séchage dans une caisse et cette caisse, je pèse parce que je dois tout chiffrer, tout tracer. Et ensuite, c'est dans des sacs, des gros sacs en papier craft. Ouais. Et ça, c'est stocké sur des étagères et voire dans des fûts. Ok. En fait, qui sont scellés parce que l'ennemi de la plante sèche, c'est la mite alimentaire D'accord. qui va se loger et qui peut nous dégommer en un mois, nous passer tout le sac de lierre terrestre ou d'aubépine en silence. Elle bosse bien Elle et fait puis son tu ouvres boulot. le sac et puis tu te retrouves avec des mites crevées dans le fond et puis plus rien. D'accord. Et nous, si on a un petit jardin, mettons, on a des sachets papier, on peut stocker dans des Ouais. sachets papier. Et alors, l'erreur à pas faire, ce serait d'aller chez le boulanger et lui dire « Vous pouvez me passer vos sacs de farine ?» D'accord. Parce que justement la farine attire la mite alimentaire. Souvent il y a déjà des larves de mite dedans. Ok. Donc les sacs, si on récupère si c'est des sacs de récupération en craft, on les passe par le congélateur.
D'accord. 24 heures, ça suffit. Là, au moins, il n'y a plus On une larve dégomme tout le qui... monde, Voilà. ouais. Et sinon, on peut demander au boulanger qui, on s'arrange avec lui, vous pouvez me vendre des sacs à pain que Qui vous n'ont pas avez, que servi. vous offrez à vos clients quand ils vous prennent 10 baguettes. Et là, on lui dit, bah voilà, je t'en achète 10 et puis il y a un petit deal qui s'établit entre le... Ok. Voilà. Et petit volume, tout petit volume, mettons j'ai mon sac, j'ai fait mes courses, j'ai mes sacs dans lesquels il y avait les légumes. Ouais, bah, très bien. C'est bon? À Très bien. condition qu'ils soient bien secs. À condition qu'ils soient secs, voilà. Parce que Ok. souvent, si on a mis de la salade dedans, ils sont un peu humides, donc ça vaut le coup de les faire sécher avant. Et en bocaux. Ça, Bocal, oui, mais bocal opaque. ouais. La lumière dégrade la plante sèche. Ok. Voilà. Bon, on se rappellera bien de ça. La lumière, attention, c'est une belle phrase. La lumière dégrade la plante sèche. On s'en souviendra. Un grand merci pour tous tes Bah, conseils, je t'en prie. Mathieu, vraiment merci. Eh ben alors toujours la fête des simples à Bréhémont dans le 37 et vraiment il y a des fois on a des bonnes intuitions comme celle d'habiter dans le 37. Donc là on est avec Marc qui est producteur de plantes, c'est Alchimia. Alchimia aromatica à Voilà. Brémont, oui. Et justement, on va profiter un petit peu de toi et de ta compétence pour parler un petit peu de trois plantes, on va dire un petit peu insolites, un petit peu des petits luxes, parce que effectivement, elles hivernent pas très bien, mais c'est trois plantes à parfum qui sont vraiment des merveilles. Alors il y a une que j'ai repérée là-bas, est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce qu'elle est vraiment spectaculaire quand elle est brûlée. Celle-là, là. Donc Il n'y en ça, reste plus qu'une. Oui, la dernière, beaucoup de succès. On la trouve pas très facilement. C'est une sauge blanche du Mexique, Salvia apiana de son nom latin, qui est une sauge qui est utilisée traditionnellement, brûlée comme de l'encens en fait. C'est une sauge qui est très très parfumée, très résineuse, avec un feuillage un peu bleu-gris comme ça. Qui est une sauge de terrain plutôt sec et qui apprécie énormément le soleil et la chaleur en fait. D'accord. À rentrer l'hiver, Bien qu'étant oui, assez frileuse effectivement l'hiver, avec une rusticité très limitée et qui va préférer être dans un terrain assez sec l'hiver. D'accord. C'est-à-dire pas d'excès d'eau au pied si c'est possible. Ça veut dire que si on l'a en pot, on ne doit pas être fou sur les arrosages. Exactement, On y va oui. calmement. Oui. Alors déjà, Exactement. est-ce que rien que comme ça, son parfum... Ah bah ouais, C'est ah, très puissant. carrément, c'est très, costaud. très puissant. Hein. C'est costaud. Les feuilles fraîches peuvent même brûler simplement. Il n'y a pas forcément besoin de les faire sécher. C'est préférable néanmoins. Et c'est comme ça que sont fabriqués les rouleaux, les bâtonnets en fait, quoi, de feuilles de sauge qui sont commercialisés par exemple. D'accord, Voilà. avec Salvia apiana, la Ouais, sauge tout à blanche. fait, c'est ça, exactement. Ok. Alors, on va en parler d'une autre petite. Attention, c'est de la douceur. Exactement. De la douceur, tu nous la présentes? Donc ça, c'est une verveine rampante, Lipia dulcis, verveine sucrée des Aztèques, qui est une verveine extrêmement odorante, très douce, très sucrée de son parfum. Là, on peut voir des fleurs, par exemple. Elle pousse en couvre-sol et elle a un pouvoir sucrant qui pourrait se rapprocher presque un peu d'une stevia. C'est une très belle plante à parfum. Qui va venir adoucir un peu tout ce qu'elle pourra toucher ou compléter en infusion par exemple, pour des infusions qui pourraient être un peu amères ou plus ou Moi, moins agréables. je trouve ça meilleur que la stevia. Hein, Oui, moi. bien sûr, elle est Il n'y a très pas parfumée. le côté réglisse. Tu veux goûter, Guy, là? On peut se permettre? Bien sûr, tout à fait, oui. Donc les fleurs se consomment autant que les feuilles. Elle est frileuse, elle est à protéger du froid l'hiver. Et comme elle marcotte et qu'elle pousse en couvre-sol, c'est un atout pour la bouturer. Elle se multiplie très bien. D'accord. Donc là, toi qui les vends, tu es en train de nous dire ça se multiplie très bien. Ça se multiplie Voilà. très bien, exactement. J'aime ce genre d'argument. À condition Voilà. de Là, j'ai pouvoir les confiance. conserver l'hiver, sans excès d'eau au pied également. Ça fait de très belles plantes. Ouais. Mais alors pour le faire, honnêtement, puisque moi j'ai pas de serre chauffée hors gel, je la rentre dans la maison et malgré l'atmosphère sèche qui ne réussit pas à de nombreuses plantes, elle tient le choc.
Ça Donc, peut être une bonne solution, ouais. effectivement. Il n'y a pas de garantie à 100% de pouvoir la conserver, elle, l'hiver. Il y a toujours de certaines surprises, effectivement, quoi. Donc la meilleure technique, c'est d'avoir plusieurs pieds mères et de multiplier les possibilités de pouvoir... Et sinon, on revient de voir. et C'est puis ça, voilà. exactement. Ah là là. Elle peut être très belle également, elle peut avoir un port retombant, elle a des longues branches, donc elle peut être très élégante, quoi, en pot, quoi, par exemple, quoi. Voilà. Ok, on en aborde une troisième et dernière. Continue avec Marc. Et là, avec une petite plante vraiment spectaculaire. Donc c'est un pélargonium. Une belle petite plante. Hein, Ouais, oui. oui, remarque, oui, ça peut devenir assez costaud. Ça peut faire des beaux sujets. Ouais. Et alors celui-ci, c'est C'est un géranium odorant, non glacial, tuerie. donc un pélargonium. Et son nom, c'est Tomentosum, celui-ci. Mais il est vraiment génial. Alors Oui. par contre, au niveau, tu parlais d'une plante qui tolère facilement la mi-ombre. Oui, tout à fait. Alors lui, il va préférer être à l'ombre. C'est là qu'il fera les plus jolies feuilles, les grandes feuilles, veinées, veloutées. C'est comme ça qu'on l'aime. Et il est très décoratif. Il a un port naturellement qui est assez couché. Il prend un peu en surface et de petites fleurs blanches assez discrètes. Ok, mais alors les pélargos, ça se cuisine ça? Tout à fait. Ça peut être utilisé pour des préparations, par exemple culinaires, comme des préparations de confiture, en infusion également. À faire infuser dans des laits, des crèmes desserts, il y a plein de choses. Ouais. Oui, voilà. Parce que le gras fixe, hein, Oui, toujours. oui, exactement, tout à fait. Ok. C'est très parfumé, ça fait des plantes avec des parfums très volatiles, même dans des espaces, même en intérieur éventuellement, ça dégage très facilement son parfum en fait. D'accord. Alors lui, par contre, il est à rentrer l'hiver Oui, aussi. exactement, Ok. oui, tout à fait. Un peu comme les deux précédentes, la Lithia c'est dulcis et la Salvia appiana. Rusticité assez limitée, pas trop d'excédo l'hiver. Après, il adore la chaleur néanmoins. Ok. Mais il a un feuillage qui est assez dufteux et qui a une certaine sensibilité au soleil direct. En C'est fait. une caresse. Voilà. Hein. C'est une caresse, effectivement. C'est une particularité. Tomentosum, celui-ci, avec un parfum vraiment de menthe glaciale remarquable. Voilà. Génial. Donc là, c'est pareil, ça se bouture de peur, ça. Ça se bouture très bien. Ça se Ouais. bouture très facilement. Ça fera pas de graines. Donc le principe de multiplication, c'est la bouture. Ok. Effectivement. Et Oui. si jamais on le perd, on vient le retrouver chez toi. Ouais, à D'accord, coup ouais. sûr, chaque Ouais. année, oui, oui. Ouais, donc on va Il y en mettre a. tes coordonnées Ouais, surtout, avec plaisir. parce qu'il y a une sacrément belle collection. Là, Toujours de beaux pieds mères pour prélever dessus, oui. Là, on vous a présenté vraiment des noms rustiques. Sachez qu'il existe aussi énormément là, de plantes rustiques, mais on tenait à vous en présenter trois un peu insolites quand même, qui permettent de se faire plaisir, Exactement. qui demandent quelques précautions. Ben, quand on est jardinier, on est précautionneux. hein. Avec des parfums uniques, oui, tout Ouais. à fait. Exactement. Je ne peux pas m'empêcher parce que ça, celui-là, je ne connais pas du tout. Allez, juste 30 secondes. Allez, c'est qui lui? Tu connais pas ça? Alors ça, c'est un feuillage assez remarquable. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. hein. C'est un pélargot, assez ça. rugueux. Pareil, pélargonium. Alors lui, c'était une caresse. L'autre, Le celui-là, mangue c'était une glacial, caresse. Celui-là, c'est un peu une baffe, hein, Ouais, quand même. hein. exactement, ouais, tout à fait. Feuillage très fin, donc assez délicat quand même. Une floraison assez discrète également. Par contre, un parfum remarquable qui est assez difficile à décrire. Moi, il me fait penser un peu au bonbon harlequin. Il y a un côté très Ouais. sucré, presque un peu féminin en fait, quoi. Il y a quelque chose de... Ah ouais. C'est très Dis là. entêtant, c'est très puissant. Mais le harlequin, c'est pas une mauvaise idée. Un peu le tutti frutti, quoi, le côté presque un peu fruit rouge en même temps et sucré. Voilà. J'en cite juste Celui-ci est assez arbustif dans son port. J'en cite juste quelques-uns, écorce d'orange, pain maritime, coco, Coco, voilà. Donc noix de surtout, coco, ça c'est remarquable. Des petites fleurs violettes incroyablement minuscules.
Mais alors par contre, une qualité de Ah rossi ouais. incroyable. Mais alors lui, il est rustique, par contre, il a une tête de rustique, lui. Oui, alors il redémarre à cœur, mais ça reste un pélargonium, donc avec une rusticité assez limitée. D'accord. Là, pour l'écorce d'orange, on est dans des feuillages un peu crispés. On est un peu comme dans des crispums citron, quoi, en fait. Surtout, faisons-nous plaisir, quoi. C'est vraiment ça qu'on peut garder comme, je dirais pas le son est un peu exagéré, mais vraiment comme idée directrice, quoi. Faisons-nous plaisir. Les plantes sont infiniment diverses, avec des parfums divers. Les parfums sont infinis, sont vraiment illimités. Voilà. Et il y a des fous furieux comme Marc pour les produire. Donc profitons-en. Eh ben, encore la fête des simples à Bréhémont, et là on a la chance de rencontrer Mathilde. Alors Mathilde, c'est artisane, c'est le nom de ta production. C'est le nom de mon entreprise, voilà. Pourquoi? Eh bien, pour moi, qui cultive les plantes et qui les transforme, ça me permettait de montrer que on pouvait faire un côté artistique dans le culinaire. Et typiquement, quand on prépare une tisane ou un mélange d'aromates, on va avoir les couleurs qui vont ressortir en fait. Et ça permet de faire des tableaux. Et puis après, on les retrouve dans les sachets. D'accord. Tiens, est-ce que tu... Alors voilà, nous, on est au potager. Est-ce que tu peux nous présenter un sachet? Là, c'est infusion. Oui, ce sont donc des on a eu infusions. tous les conseils de séchage qu'il faut. Maintenant, on voudrait se faire un mélange d'infusion avec ce qu'on va trouver dans le potager, dans le jardin. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi? Eh ben, on peut utiliser toutes les parties, toutes les plantes qui sont plutôt, on va dire, des plantes aromatiques qui viennent. On a souvent l'habitude de dire qu'ils viennent du sud. Ça va être le thym, la sarriette, l'origan et l'hysope qui est souvent confondu avec la lavande parce que souvent de loin on a l'impression qu'elle lui ressemble, mais elle a un versant un peu plus foncé en couleur et la hampe florale n'est pas tout à fait la même. Mais on peut prendre ces plantes donc en fraîche ou les mettre à sécher et ça permet après de pouvoir avoir une tisane qui va être plutôt sur le versant digestion. Okay. C'est pour ça qu'on les utilise en cuisine d'ailleurs. D'accord. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'utiliser en cuisine, alors voilà, moi j'ai la déplorable habitude de manger trop salé. Et je m'aperçois que du coup ça me déculpabilise. Tu fais des sels aussi aux herbes? C'est ça. Tu nous expliques comment tu fais? Oui, eh bien déjà je pars de gros sel, donc c'est un sel, je peux citer le nom? Ouais. La Salorge, parce que je trouve que c'est chouette, ils sont nature et progrès, c'est à Olonne-sur-Mer. Et donc je remets ce sel dans mon séchoir, donc je le mets sur des petits tissus, alors pas sur les clés parce que c'est très lourd et du coup je mets sur des petits tissus dans des cagettes. Ce sel, une fois qu'il est sec, je le moule. Et ensuite, je vais l'insérer à ma préparation que j'ai aussi en amont moulue. Donc ça permet d'avoir une structure bien sèche et pouvoir le mettre à table et servir de sel comme du sel de table ou alors le mettre en cuisine. Quand tu fais une tisane comme celle-ci, oui. Elle a aussi des vertus, tu en tiens compte? Alors je prépare, la base des préparations, elles viennent d'une direction que j'ai envie de donner à la tisane. C'est plutôt digestif, plutôt pour le soir, plutôt pour le début de journée. Et ensuite, voilà, je réfléchis dans mon esprit de quelles plantes que j'ai cultivées qui peuvent aller dans cette direction. Et après, je fais les assemblages dans ma tête en me disant cette saveur-là, elle va bien aller avec celle-ci. Et après, il faut les proportions aussi. D'accord. Alors, plus de ça, moins de ça. Juste, je suis un peu curieux. Ouais. Tu peux nous parler de celle-là là celle-là, la viande dans le torchon. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une petite dédicace à une amie qui me dit cette expression pour aller se coucher. Ouais. Et en fait, c'est ma première tisane. Ok. Et d'où la suite des noms des tisanes. Et en fait, pour aller dormir, vous pouvez prendre une viande dans le torchon. D'accord. Eh ben, peut-être pas maintenant. Garantie sans viande. Ouais. On a encore un peu de boulot, donc on va pas la prendre maintenant. Mais néanmoins, on aura une grosse pensée pour la viande dans le torchon. Super. Alors, un grand merci Mathilde, avec vraiment. plaisir. Eh ben, bonjour à tous. Alors, on est à Bréhémont, là, en compagnie d'Amandine cette fois. Amandine, le nom, toi, de ta production, c'est l'herbandine, Ouais. c'est ça? Ouais, comme les herbes et Amandine. Ok, bon bah voilà, normalement on devrait se rappeler. Donc, ce qui nous a intrigué beaucoup, c'est que nous on a toujours un petit questionnement sur
conserver au potager. C'est vraiment une vraie préoccupation qu'on a. Moi, j'aime pas du tout les conservations qui nécessitent de l'énergie fossile, avec des chauffages violents ou des refroidissements brutaux. On perd énormément en nutriments. Et ce que je voyais, c'est que toi, tu avais pas mal de conservation au vinaigre. Oui, c'est ça. Alors, j'ai même vu carrément ici des vinaigres parfumés. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, je travaille principalement avec des vinaigres, soit de cidre, soit de vin blanc. Et en fait, je vais macérer des plantes dedans pendant un certain temps. Donc selon les recettes, selon le type de plante, le temps peut être plus ou moins long. Par exemple, pour l'ail des ours, c'est quelques semaines. J'ai un vinaigre que je fais avec des pousses et des cônes de Douglas quand ils sont jeunes, que j'ai appelé balsamique Douglas parce que c'est très résineux, c'est très parfumé. Là, ça va être plusieurs mois de macération. Voilà. Il y a certains vinaigres où je pars vraiment d'une fermentation de la plante dans de l'eau sucrée, un peu comme on fait un champagne des fées avec des fleurs de sureau ou différentes fleurs qui contiennent en elles-mêmes le ferment. Donc là, c'est une autre méthode. Mais voilà, là le principe le plus facile, on va dire, c'est la macération. Mais au potager, on peut le faire avec des aromates genre sarriette. Voilà, j'ai déjà fait des vinaigres de sauge. Enfin voilà, on peut utiliser tout un tas de plantes condimentaires. D'ailleurs, on peut en remplacer aromates. l'ail des ours par de l'ail classique. Hein. Oui, La complètement. pousse d'ail classique, elle passe très très bien Ouais. dans des La vinaigres aussi. cive, enfin voilà, tout ce qui Voilà. est oignon. Il y a tout Donc un tas encore de- une fois, au potager, on ne perd rien, quoi. Là, ce que tu fais aussi, c'est des pickles, Ouais, carrément. tout à fait. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, moi j'ai un potager, un jardin, Ouais. et je voudrais faire des pickles. Alors, quel conseil tu me donnerais? Ouais, alors les pickles, c'est un terme anglais pour parler un peu des conserves au vinaigre façon cornichon. Donc tu as plusieurs méthodes. Si tu veux une conservation longue, moi je vais jusqu'à 2 tiers de vinaigre dilué dans 1 tiers d'eau. Je trouve que c'est moins acidulé, qu'en bouche c'est plus doux. On peut s'amuser à mettre tout un tas d'épices. Moi souvent je mets des graines de moutarde, des graines de poivre, des baies roses ou une base qui peut être un peu aromatique mais pas trop selon ce qu'on va utiliser. C'est sûr que si on fait avec des courgettes, ça peut être assez neutre. On peut se permettre de mettre des petits épices sympas, du curry ou autre. Si on veut avoir plutôt quelque chose d'aromatique comme par exemple les boutons ou les capres de capucine, là peut-être qu'on va mettre juste quelques grains de poivre pour rester sur quelque chose d'assez soft. Okay. Et moi ma technique, en tout cas celle que je fais pour mes condiments, c'est que je vais insérer en fait, soit découper ma courgette, soit moi c'est des boutons d'ail des ours que j'utilise, mais voilà, en tout cas remplir mes pots avec, après avoir mis quelques grains de poivre et mes petits condiments. Je vais faire chauffer mon mélange vinaigre-eau et une fois qu'il est à ébullition, donc c'est là qu'on décide ou pas de le saler, certains vont avoir envie de mettre une note sucrée, on va verser à chaud et boucher tout de suite, et c'est une sorte de pasteurisation avec le vinaigre. Okay. Et en fait, le seul risque qu'on a avec le vinaigre, éventuellement, ce serait que ça reparte en fermentation, mais il n'y a aucune bactérie qui peut se développer dans ce milieu acide. Okay. Il y a une deuxième méthode qui est beaucoup utilisée par les restaurants, ils appellent ça la méthode 1, 2, 3. C'est une conservation plus courte. Là, souvent, c'est les pickles qu'on fait pour quelques semaines, qu'on va plutôt conserver au frais, genre au réfrigérateur. Ça se fait beaucoup, par exemple, pour les radis. Alors moi, justement, dans les trucs zéro déchet, moi à titre perso, je le fais aussi beaucoup, cette recette, quand j'ai des navets qui sont un peu rabougris, qui commencent à être un petit peu, un peu flap. Ouais, flap, enfin voilà, ils ont une texture un peu polystyrène, j'ai envie de dire, c'est les vieux radis d'hiver, enfin tout ça. En fait, je les coupe en bâtonnets et du coup, je vais les faire direct dans la casserole. Je vais rajouter donc 1, normalement c'est 1 dose de sucre, 2 c'est 2 doses de vinaigre et 3 c'est 3 doses d'eau. Donc c'est beaucoup plus dilué, c'est très sucré. On peut mettre moins de sucre si on a envie de mettre moins de sucre. Et du coup, on va faire bouillir pendant, 5-10 minutes dans ce mélange-là nos légumes coupés. Et ensuite, on va laisser reposer et les petits radis, voilà, tout ce qui est un peu défraîchi, on va pouvoir les passer en pickles et après on les met dans des maquis, des rouleaux de printemps, on les grignote à l'apéro, on les coupe dans les salades. Et là, tu nous as sauvés parce qu'au potager, il y a un truc, les courgettes, au début, tu n'en as pas assez. Ouais, mais après, c'est la brouette, quoi. Et toi, donc, tu as vraiment une astuce comme ça qui permet de faire des pickles de courgettes, d'avoir quelques semaines de conservation. Ouais. Et tu aromatises donc du coup. Ouais, en fait, il y a plusieurs méthodes, mais j'ai découvert une recette il n'y a pas très longtemps chez une copine à moi, d'ailleurs, qui lance une forêt comestible. Et du coup, elle faisait les grosses courgettes, là, donc celles qu'on ne sait plus quoi faire, qui posent 2 kilos, mais qui en fait sont vachement intéressantes en pickle parce qu'elles sont plus charnues. Ouais.
Et du coup, c'est là que, moi je trouve qu'elles sont plus intéressantes que les petites courgettes tendres qu'on va plutôt déguster cuites en légumes. Celles-là, les grosses, on va plutôt les faire en pickle justement, c'est là que c'est intéressant. D'accord. Donc on peut rajouter un peu de curry, un peu de, des épices sympas. Et là, on fait le 1, 2, 3. On peut faire le 1, 2, 3 ou on peut faire longue conservation si vraiment, et on peut faire des conservations plus longues et qu'on veut en avoir pour toute l'année. Ok, et super. Donc bien épicé, ça marche bien. Et la dernière méthode, mais que moi je pratique moins, ça va être la lactofermentation, qui va permettre, et là on est encore moins énergivore puisqu'on ne chauffe pas et qu'on part sur la flore naturelle. Et là du coup, la fermentation va naturellement produire de l'aigreur, parce que c'est la lactofermentation. Et donc là on est sur d'autres pickles, mais on est plutôt sur un pickles cru fermenté. Alors impossible de se quitter sans goûter, quoi. Ça serait quand même dommage. Tu nous présentes? Donc moi je travaille, vous l'avez compris, les plantes sauvages plutôt. Donc ça c'est des boutons floraux d'ail des ours. C'est avant que la fleur s'épanouisse. Okay. Mais on peut faire la même chose avec notamment les boutons de ciboulette ou tout ce qui est tout ce qui est aliacé qui va faire des petits boutons. Là tu as fait comment? Et donc c'est la méthode longue conservation, 2 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau. Moi j'aime bien mettre quelques grains de coriandre dans ma recette. D'accord. Je ne suis pas obligée. Et puis, pareil, je fais chauffer mon vinaigre, je mets mes boutons, je tasse bien mes boutons. Alors, comme les boutons sont pleins d'air, c'est quelque chose de très léger, on tasse bien quand même le bocal, sinon on se retrouve vite, une fois qu'on a mis le vinaigre chaud, avec un bocal rempli de vinaigre et puis presque rien de boutons. Donc, il faut bien tasser, mettre le vinaigre chaud, boucher. Idéalement, il ne faut pas être trop gourmand, attendre minimum 3 semaines à 1 mois avant de déguster, le temps que ça confise dans le vinaigre. Et voilà, et moi j'aime beaucoup les servir en mode apéritif, le petit apéritif minute. Je sors les copains débarquent, je sors les pickles, il y a un peu de fromage, de faisselle qui traîne, ou une petite rillette, enfin et donc ça va accompagner l'apéritif. Donc écoute, si tu veux super. Et donc moi je me propose de goûter parce que je vois Guylain, tu es vraiment un gros gourmand. Et puis moi aussi en fait, parce qu'il n'y a pas d'heure pour manger des pickles d'ail des ours. C'est très réussi. Je n'ai pas la bouche, moi. Ça ne m'empêche pas. Vas-y, mâche. De remercier Amandine, on se rappelle, Herbandine. C'est vraiment délicieux. Merci. Et à bientôt. À bientôt.